Entré en politique en 1976, toujours aussi présent, mon invité Didier Gauzoin, le ministre défi au gouvernement bruxellois chargé de l'économie. « 42 ans de politique sans discontinuer, visiblement pas lassé, pas dégoûté ?» Oh, quelques jours, oui, dégoûté. 42 ans. Oui, un accident, je suis rentré en politique par accident, et puis je n'ai pas arrêté des fonctions exécutives, échevin, bourgmestre, ministre. Pas dégoûté de l'impossible mobilité à Bruxelles, des chantiers en quantité, des tunnels pas rénovés, une capitale asphyxiée, à perpétuité? Oui, ce qu'il faut reconnaître. Échec collectif? C'est un échec collectif, bien entendu, des gouvernements bruxellois précédents et des ministres précédents qui n'ont pas géré comme il le fallait les infrastructures, les tunnels en particulier, mais écœurés aussi de ce que le RER, c'est l'Arlésienne. On a déjà déposé X nouvelles pierres, encore tout récemment, cette semaine-ci. Donc, comment dire, dégoûté aussi qu'on ne prenne pas en considération Bruxelles. On n'aime pas Bruxelles dans ce pays. Et donc, forcément, investir à Bruxelles, c'est toujours ce qu'on fait en dernier lieu. Oui, mais enfin, pourquoi les politiques, au sens large, ne se sont pas occupés de ces tunnels? On savait quand même que... Exact, c'est une faute politique de la part de tous les ministres précédents. Mais comment vous expliquez ça? Mais parce que c'est toujours plus intéressant d'inaugurer, de faire du neuf que... C'est de l'irresponsabilité, ça. C'est une forme d'irresponsabilité, je l'ai dit. C'est la faute des ministres bruxellois successifs des travaux publics, cette gabegie dans les tunnels. Votre collègue Pascal Smet a appelé Bruxelles une pute. Oh, ben écoutez, Smet... Belle et salace, vous partagez son image? Mais non, je n'aime dire pas ses propos. Pascal Smet, il adore le conflit, il adore se mettre un peu en scène, il parle un peu trop vite. Je lui ai dit, et je le dis, je dirais à visage découvert. Oui. Alors, bon, votre gouvernement, le gouvernement dans lequel vous êtes, tire un peu à Uadia. Votre ministre-président, ce week-end, a dit, je cite dans Le Soir, chaque réunion, je cite, est devenue une séance de thérapie avec Pascal Smet. Écoutez, moi, je ne suis pas non plus pour la corrida ici. Je sais bien que Smet est dans le viseur, mais moi, je vais une thérapie. Quand un ministre-président dit ça... Je dis très honnêtement, moi, je ne vais pas étaler les problèmes intragouvernementaux. Je trouve que ce n'est pas notre rôle de le faire, ni au ministre-président, ni à... mais vos réunions, ça relève de l'asile psychiatrique ou quoi? Bon, non, mais il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement dans une administration qui a peine à organiser des travaux. C'est vrai aussi que le ministre, je dirais, met souvent la charrue avant les bœufs et qu'on communique mal, le dialogue est difficile. Ça, c'est vrai, c'est inhérent à la personnalité de Pascal Smet. Mais ceci étant, il a quand même une vision, une volonté. Et il faut dire qu'il hérite, évidemment, d'infrastructures non entretenues. Et tout ça, c'est pas un cadeau. Et d'une administration efficace? Alors, l'administration doit être complètement revue. Complètement revue? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on attend? C'est la attend raison pour laquelle il y a eu un audit. C'est en route depuis 2-3 ans. Il faut complètement refonder cette administration. Même si individuellement, il y a des personnalités qui ont la volonté de le faire, il faut bien reconnaître que le leadership dans cette administration n'est pas au top. Alors, image de l'actu, première image, les travaux RER qui commencent. Donc ça vous fait plaisir, ça? Ça me fait plaisir. Ou ça vous fait rire? C'est du guignol, C'est du guignol. Évidemment, un gouvernement qui vient annoncer la reprise de travaux alors que c'est lui qui les a bloqués pendant 3 ans. C'est pas sérieux. Il vaudrait mieux être très humble et très modeste quant à ce gâchis. Je rappelle qu'on promettait le RER vers 2010 et nous, on en parle de 2030. Ça n'est pas une très belle image de la Belgique. Deuxième image d'actu, les taxis qui bloquent Bruxelles. Alors, Uber ou pas Uber? Non, il n'y a pas de se dire Uber ou pas Uber. Il faut que le secteur du taxi se modernise, mais il faut le faire dans le respect des lois, de la TVA, des lois fiscales, des lois sociales. Et c'est clair que Uber contourne tout ça, avec la bénédiction, il faut le reconnaître, de vide légistique, tant au niveau européen qu'au niveau belge. On laisse faire des sociétés américaines qui ne participent pas à l'effort collectif, qui ne payent pas leurs impôts, qui... Vous dites on laisse faire. Pourquoi on laisse faire? Parce qu'il y a pas de règles fiscales aujourd'hui. Pourquoi on n'en trouve pas? Parce que ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de donner des règles précises à des grands groupes comme Uber, Airbnb, etc. Ce n'est pas nous qui avons la compétence fiscale et sociale. Toujours votre collègue Pascal Smet a parfois comparé le système des taxis à un système un peu mafieux. Mais ça, c'est le problème de Pascal Smet. Il dit des choses, ses paroles l'emportent. Mais c'est pas un peu ringard, le système des taxis, quand certains ne peuvent pas payer avec une carte de crédit?
Ça, c'est une imbécilité. Il faut pouvoir payer qu'une carte de crédit. C'est une imbécilité. Et donc, on est au XXIe siècle. Ne pas pouvoir payer, on va chercher, même pour quelques sous, on paye avec des cartes de crédit. Donc ça, c'est une imbécilité. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas ces nouvelles technologies. Alors, on a aussi parlé des allocations familiales. Vous avez trouvé un accord. Mais si même en Belgique, on constate qu'un enfant n'est plus un enfant, c'est fini. Ah ben écoutez, c'est pas à un ministre des filles qu'il faut le dire. Hein. Oui. Nous avons été le seul parti francophone à nous opposer à cette 6e réforme de l'État, et notamment à la scission de la sécurité sociale. Aujourd'hui, tous les partis qui ont voté ça, avec l'appui de 95% des électeurs, il faut bien le reconnaître, disent que c'est un gâchis, que c'est ridicule, que c'est un chaos, qu'on fait 3 systèmes. C'est une réalité, mais c'était voté dans le cadre de la 6e réforme. Et donc nous, on doit tenter de trouver la solution la plus adaptée à Bruxelles. Donc 150 € pour tous les enfants. Avec des suppléments sociaux en fonction de... Pour ceux qui ont moins. Pour des situations sociales, etc., particulières, qui sont une réalité en région bruxelloise. Oui. Ça va coûter 30 millions, je crois. Non, ça va coûter 30 millions en plus que ce que la dotation qui vient du fédéral de la 6e réforme. Mais vous savez, dans le cadre de la 6e réforme, on ne nous a pas transféré les frais d'administration. Scindé en 3, ces administrations, ça va coûter en plus 24 millions à la région bruxelloise. Voilà le coût de la 6e réforme. Multiplié par 3, c'est 100 millions perdus en scission. Alors, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr, créer une famille nombreuse, ce sera moins intéressant dans le futur. On n'est plus dans une politique nataliste, effectivement. Oui. Donc c'est juste ça. Oui, bien entendu. 5 enfants, on aura moins que... Mais c'est-à-dire, on n'a pas à pousser et à inciter comme était l'ancien système. Et donc oui, c'est un système qui à la fois crée une égalité entre les enfants, c'est une bonne chose, et donne quelques suppléments sociaux à des gens qui ont vraiment des situations sociales difficiles. Allez, la prochaine question, c'est Oscar qui vous la pose. Écoutez. Bonjour Pascal Rebas, on a une question à poser à votre invité. Est-ce que tu as été souvent puni à l'école? Ah. Est-ce que j'étais souvent puni à l'école? Oui, j'étais un peu turbulent. J'étais un peu turbulent quand j'étais à l'école, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir des bons résultats, mais voilà. Un peu chahuteur. Un peu chahuteur, un peu grande gueule, quoi. Et toujours chahuteur au gouvernement ou pas? Je dis en tout cas toujours ce que je pense. Et je le fais moi à visage découvert, ce que font pas toujours d'autres politiques. Alors, 16,5% de chômage à Bruxelles, on vient de 22. Ça, c'est vraiment, pour l'instant, la réussite de votre mandat? C'est la réussite, et il y a quand même un fait particulier, c'est que la population active, c'est-à-dire la population qui vient sur le marché du travail, a augmenté durant les 4 dernières années de 8% à Bruxelles, 0,5% en Wallonie, 1% en Flandre. Ça veut dire que nous devons faire 8 fois plus d'efforts pour faire diminuer le chômage à Bruxelles. Et nous le faisons diminuer. Pourtant, pas assez de diplômés. Bien sûr. Non, à la fois le plus haut niveau de qualification et le plus haut niveau de nombre de non qualifiés. Donc, oui, nous sommes devant une difficulté. Mais qu'est-ce qu'on constate? La navette sortante bruxelloise augmente. C'est-à-dire qu'il y a plus de Bruxellois qui font l'effort d'aller travailler en Flandre et en Wallonie de manière importante ces 4 dernières années. Alors, d'un point de vue plus politique, Écolo proposait il y a quelques mois la suppression des entités communautaires à Bruxelles pour simplifier cette espèce de salmigondis. Et vous avez dit, à propos de la présidente Khattabi, elle est ignorante ou incompétente. C'est pas un peu dur? Écoutez, est-ce que vous croyez un moment que la Flandre va refuser sa compétence communautaire sur Bruxelles? Alors dire des choses comme ça qui sont le bon sens... Ah, c'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens. Mais c'est impossible. Mais c'est le résultat des mauvais compromis successifs auxquels a participé largement Écolo d'ailleurs. Donc ce sont des hypocrites pour vous? C'est de l'hypocrisie de dire des choses qui sont impossibles. Demandez à la Flandre si elle va refuser sa compétence d'enseignement à Bruxelles. Mais tout le monde sait que c'est non. Et donc de facto, cette piste est une piste qui est complètement irréaliste. Le podium. Zoé Genot, Écolo, Pascal Smet, le fameux Pascal Smet, SPA, socialiste flamand, Rudy Vervoort, le ministre-président socialiste, et Didier Reynders. Vous voyez, c'est très, très varié. 3-2-1. Eh bien, en 3, je vais mettre Pascal Smet, parce que moi, je n'aime pas, m'attaquer à un homme. C'est quand même un type qui a une vision de la vie. Alors, elle est brouillonne, c'est vrai, mais je le sens bruxellois. En 2,
En 2, je mettrais Zoé Genot. Oui. Zoé Genot, qui est une très bonne parlementaire, incisive. On a des prises de bec avec elle, hein, parce que je n'aime pas toujours ses arguments qui sont parfois à l'emporte-pièce, mais c'est une bonne parlementaire. Et en 1, je mets Rudy Vervoort, parce que je trouve qu'il parvient à tenir le cap. Didier Reynders au tapis? Ben oui, Didier Reynders au tapis. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'opposition? Non, pas du tout, parce qu'il a décidé officiellement de s'acoquiner, presque de s'accoupler avec la NVA à Bruxelles. Et ça, je dis danger, danger. Oui. La NVA est contre Bruxelles, veut la cogestion de Bruxelles par la Flandre et la Wallonie. Moi, comme Bruxellois, je ne peux pas l'admettre et je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des Bruxellois puissent s'allier, je dirais, avec des gens qui sont l'ennemi de Bruxelles. Alors, il y a une info qui vient de tomber. Theo Franken serait candidat NVA à Bruxelles. Une réaction? Bah, il a le droit, voilà. Vous y attendiez? Non, pas du tout. Mais c'est pas ma tasse de thé, Theo Franken. Voilà encore un homme qui communique pour activer parfois les instincts les plus négatifs. Vous savez, moi, je suis ministre... Il va faire un tabac ou pas? Oh, probablement qu'il va attirer beaucoup d'électeurs. Vous savez, je suis ministre de l'Emploi et je refuse beaucoup de permis de travail. Et je sais que quand je refuse ces permis de travail, c'est la certitude que ces gens vont devoir quitter le territoire. Mais moi, je ne veux pas communiquer là-dessus. Je veux communiquer sur des choses positives et pas me faire mousser avec ce qui sont quand même des drames humains. C'était un poisson d'avril, Didier Gozouin. Eh ben, Vous voilà. avez cru? Non, mais il aurait pu le faire, vous savez. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les fake news ne sont pas tous des poissons d'avril? Ah, le poisson d'avril, ça devrait être drôle. Donc ça veut dire que c'était plausible? Oui, c'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible. Vous savez, la NVA a une volonté de mettre sous tutelle Bruxelles. Et donc, vous êtes soulagé que ce soit un poisson d'avril, quand même? Non, parce que vraiment, moi, je ne me calque pas sur ce que fait la NVA. Moi, je ne suis à 180% du discours de la NVA. S'ils ont une majorité côté flamand, qu'est-ce que vous faites après les élections? Vous comprenez là Didier Reynders qui dit, eh bien, on peut gouverner avec eux ou pas? Ben, il ne s'agira pas de gouverner, il y a une majorité. Effectivement, le système bruxellois fait que la majorité néerlandophone se fait à côté de la majorité francophone. Et nous veillerons en tout cas à avoir la majorité francophone la plus forte pour empêcher les dérives qui mettraient sous tutelle Bruxelles. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Didier Gozouin, le projet Canal, le fameux projet Canal, ce méga musée Citroën, qui provoque des controverses à l'appel. Alors, les premiers engagés ont été des chefs de cabinet, dont un à vous. Est-ce que les chefs de cabinet sont vraiment les meilleurs parmi les autres candidats, ou bien arrangement politique? Pas du tout arrangement politique, puisque c'était un appel, il y a eu exactement 55 candidats. Oui. 55 et c'était les candidats. meilleurs. Et c'était les meilleurs, mais c'est vrai qu'ils avaient une expérience. Et ceci étant, ce n'est pas des gens qui ont été engagés au niveau culturel. C'est au niveau de la gestion administrative. Et ça, c'est sûr que c'est un métier qu'ils connaissent, et surtout de l'administration publique. Quand le directeur du Wills dit « c'est un projet, je cite, purement régional, sans transparence », Bruxelles a besoin d'autre chose, vous lui répondez quoi? Oui, d'abord, il ne dit pas de quoi c'est autre chose. Je trouve que c'est un bon projet, c'est un projet enthousiasmant. On doit augmenter l'image de Bruxelles. Et un projet comme celui-ci, en alliance avec le Centre Pompidou, ça n'est quand même pas rien. Je crois qu'on doit tenter de trouver les synergies. Moi, j'ai regretté qu'on ait fermé le musée d'art moderne ici à Bruxelles. Il faut reconnaître que le fédéral a fermé le musée d'art moderne alors que nous avons des collections. Et ces collections sont dans des caves depuis des années et des années. C'est ça le vrai scandale. Le vrai scandale, c'est pas d'essayer de montrer ces collections. Le vrai scandale, c'est de fermer un musée et de calfeutrer les œuvres d'art dans des caves. Des codes sur 10, l'accord sur la pénibilité du gouvernement fédéral. Je ne l'ai pas lu, et donc je vais donner le fait d'avoir un accord est positif, donc 6 sur 10, donc je donne sous réserve d'analyse. J'ai appris ça hier, quoi. Légalisation du cannabis. Le joint, je ne suis pas fumeur, donc je ne comprends pas qu'on puisse fumer, mais je pense que faire la chasse à celui qui fume son joint, on devrait aussi faire la chasse à ceux qui boivent 2 verres de calva le soir. Je dis 7 sur 10. Balance ton porc. Non, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ces appels, même si je comprends le combat et si je condamne évidemment l'attitude de certains hommes, je n'aime pas ces actions. Donc je mettrais plutôt 5 sur 10. La diminution de la dotation du prince Laurent. Écoutez,
Là aussi, on se fait de la pub sur quelqu'un qui est mal dans sa peau. Il faut aussi comprendre la souffrance de cette famille qui ne vit pas dans la réalité, à qui on empêche de vivre dans la réalité. Et je trouve que là aussi, on se paye facilement un scalp. Et je crois qu'on a bafoué les droits fondamentaux, puisqu'il y a la présomption d'innocence, l'impartialité. Donc vous n'auriez pas voté, vous? Moi, je n'aurais pas voté. Parce Donc vous que mettez une mauvaise cote? je mets une très mauvaise cote, je mets 2 sur 10, 0 sur 10, oui. Parce qu'une mauvaise cote, c'est une mauvaise cote, c'est 0 sur 10. Et les régions doivent rembourser aussi une part de l'argent en Prince-Laurent. Il a gagné tous ses procès. Il a gagné ses procès, et donc oui, les régions aussi, là aussi, c'était, je dirais, un acte unilatéral. On peut ne pas être d'accord avec la personnalité, et je sais qu'elle est fantasque, et je la connais, et on sait que c'est quelqu'un qui est très perturbé, mais on ne peut pas non plus en faire une cible de choix pour se gausser comme le font certains, parce qu'il y a derrière ça aussi des manœuvres politiques, on le voit, notamment dans le chef de la NVA qui veut la peau de la famille royale. Alors je repose ma question. Après les élections, imaginez que la NVA fasse un tabac côté néerlandophone. Imaginez, c'est de la fiction, défi premier parti. Vous faites quoi? On gérera Bruxelles, Comment? on l'a toujours géré. On le gérera, puisqu'on serait premier parti, avec une très, très, très large majorité. Il ne faut pas oublier que même la majorité néerlandophone ne représente pas plus de 10% Et les Flamands, des les Bruxellois. Non, on ne les oublie pas. On ne les oublie pas parce que la NVA ne sera pas omniprésente. Il y a d'autres partis. Par exemple, un homme comme Van Engel est un homme avec qui on peut travailler, avec qui je travaille, qui est d'abord bruxellois, avant d'être à la merci ou je dirais à la solde de ce que pourrait dire la région flamande. Alors, Didier Gauzoin, vous espériez ne plus être bourgmestre pendant encore des années, et là, vous allez être obligé de continuer parce que votre dauphin, il préfère retourner à son ancien métier. Est-ce que c'est pas là un symptôme du dégoût du politique? Mais bien entendu, c'est un symptôme. Vous savez, on n'arrête pas de salir la classe politique. Et il faut dire que certains politiciens, ça donne à cœur joie, en mettant l'argent comme objectif prioritaire au détriment de toutes... C'est ce qui vous frappe, vous? Ah, moi, ça m'écoeure. La façon dont certains politiques de tous les partis, que ce soit au Kazatgate, que ce soit Publifin et tous les partis traditionnels ont trempé là-dedans, ça m'écoeure, ça salit la classe politique. Être politicien est quelque chose de noble, on est au service de la collectivité. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on est homme politique. C'est difficile aussi de se consacrer. Vous savez, c'est 24 heures sur 24, faire de la politique. C'est pour ça que votre dauphin sortir? Mais évidemment, entre une carrière à l'administration assez haute et évidemment entrer, je dirais, dans une incertitude, voire même un rejet, ça n'encourage pas les jeunes. Alors, vous faites partie d'une plateforme Change avec d'autres politiques. Votre président, lui, n'est pas très favorable à ça. Certains disent que c'est un sous-marin du CDH. Qu'est-ce que vous faites dans cette plateforme, au fond? Mais moi, je rencontre des gens qui ne sont pas de mon bord, que je ne connaissais pas, qui sont des gens intéressants, intelligents. Delvaux, Meunier, Javot. Je les rencontre, on discute. Certains ont dit ça va peut-être former un parti. Non, ça ne va pas former un parti, mais c'est quand même sain qu'on puisse sortir, je dirais, de cette espèce d'esprit clanique entre soi. C'est du macronique, ça? Non, en tout cas, ce qui tue la démocratie aujourd'hui, c'est la particratie, le poids des partis, le poids des présidents de partis. Et donc, moi, je respire quand je rencontre d'autres horizons, d'autres personnes. La question qu'on ne vous a sans doute jamais posée. Vos derniers mots sur votre lit de mort? Est-ce que j'étais un homme droit? Et je pense pouvoir dire, je ne suis pas encore sur mon lit de mort, j'espère pouvoir dire oui. C'est maintenant le moment de gagner le studio de Bel RTL. Vous allez être confronté à des citoyens, des citoyennes et nos chroniqueurs. C'est Vincent Gérard, bonjour, qui vous pose rapidement une petite question. Oui, Monsieur Gauzoin, bonjour. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, après plus de 40 ans de politique bruxelloise, sans jamais avoir été mise en cause à quelque niveau que ce soit, vous n'avez pas envie de donner des formations en intégrité à certains élus ou certains partis après votre carrière? On ne sait pas donner de formation sur l'intégrité. L'éthique, on l'a en soi, c'est une question d'éducation, c'est une question personnelle, et donc ça ne s'enseigne pas. C'est culturel. Est-ce que je ne peux pas transgresser les règles? Je ne comprends pas comment on puisse transgresser les règles, et notamment pour de l'argent et plus d'argent encore, alors que là, les responsables politiques sont correctement payés. Voilà, la suite, vous pouvez l'entendre sur Bel RTL dès 18h15. Vous serez confronté aux citoyens et aux chroniqueurs.
Merci d'avoir été mon invité et nous on se retrouve après les vacances de Pâques et d'ici là, portez-vous bien.